Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Direction Kandji pour démarrer sur le site de la cité administrative du département de la Liborie. Un projet immobilier du gouvernement destiné à abriter la préfecture de Kandji et les directions départementales. L'artisanat béninois, moteur de créativité et de développement au cœur des priorités nationales du séminaire tripartite à la signature d'un accord stratégique en France. Le CES montre la direction, vision qui devient tangible au Salon national de l'artisanat 2025. Sur le plan international, au Sénégal, Abass Fall a été élu maire de Dakar. Au Kenya, ce sont déchets plastiques collectés à Nairobi qui sont échangés contre l'accès à des services essentiels. Et puis en Russie, c'est le 2e anniversaire d'un panda géant chinois au zoo de Moscou. La page Inter tout à l'heure. La 4e édition du prix Cultura, mettant en valeur les productions des journalistes culturels de l'Afrique francophone, a eu lieu samedi à Ouidah. L'initiative a été portée par le réseau des journalistes culturels francophones de l'Afrique de l'Ouest, l'association Nord-Ouest Culture et Sion Media Group. Organisée depuis 4 ans, au profit de 8 nations ouest-africaines, c'est le Niger qui emporte bien sûr la flamme 2025 de la critique d'art. Suivez le compte-rendu avec Rodrigue Blondoumain et Arnaud Adadja. Il sera la référence du journalisme culturel francophone pendant 1 an. Souley Moutari, rédacteur en chef de Sahel Niger, emporte le prix Cultura 2025. Il va garder jusqu'à la prochaine édition cette flamme francophone décernée à la crème des critiques d'art de l'Afrique de l'Ouest. Il reçoit devant ce public son prix des mains d'un jury de diverses compétences. Loin des canons, loin des références, parfois en combinant nos appropriations de la langue française et la combinant parfois avec nos langues endogènes, c'est à nous aussi d'inventer une écriture créative africaine et diasporique. Ça fait partie du rôle des journalistes culturels aujourd'hui. Voilà. Depuis 3 ans, cette initiative trace son chemin. Elle est née en Côte d'Ivoire sous une forme nationale. Elle franchit aujourd'hui un cap historique, ici au Bénin, dans la ville mythique de Ouidah. Elle inaugure sa véritable dimension panafricaine. Pour en arriver là, il lui aura fallu défier ses représentants de différentes catégories médias venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ma production a porté sur le Fa. Ça avait pour titre Entre foi et stigmatisation, le Fa à l'épreuve du Bénin contemporain. À travers cet article, j'ai quand même voulu démontrer comment le Fa, cette science divinatoire, comment est-ce que nous, jeunes, stigmatisons et mettons de côté cette science-là sous prétexte qu'elle serait peut-être diabolique ou autre chose. Plusieurs fois lauréat dans son pays, l'an 2025 ouvre à Souley les portes de la flamme pour l'avenir du journalisme culturel devant la presse francophone ouest-africaine. Je pense que ce genre de compétition peut servir de déclic, mais aussi peut susciter l'engouement et l'émulation pour tous ces journalistes qui veulent s'engager dans le journalisme culturel. À cette soirée riche en animation musicale, il y a eu également 12 prix spéciaux décernés à des acteurs culturels béninois, non journalistes. Depuis le 22 août dernier, plusieurs artisans exposent leur savoir-faire au Salon national de l'artisanat du Bénin. Vous allez donc suivre ce reportage avec Estelle Pazou et Ramatou Lawani qui ont rencontré un bottier, un cordonnier et un tresseur. Définir les artisans n'est pas souvent aisé. Créatifs et polyvalents, ils échappent aux étiquettes toutes faites. Mais ici, au Salon national de l'artisanat du Bénin, les artisans se définissent eux-mêmes à travers leurs œuvres. Maurice Vigan est bottier, mais c'est son originalité qui le présente le mieux. Les chaussures que voici, il les fabrique lui-même. Je suis là pour présenter mon savoir-faire
en tant que bottier, montrer aux gens qu'au Bénin, on peut réaliser de très beaux souliers et sur mesure avec des matières premières de très bonne qualité. De la peau de crocodile rouge ou noire ou de cuir, il mise sur la qualité et sur la précision. Un savoir-faire qu'il travaille et façonne depuis 20 ans pour redéfinir l'élégance africaine. Du Bénin au Togo, l'inspiration prend diverses formes. Ici, nous sommes au Palais du Cuir du 228. Les chaussures que nous proposons, nous sommes des cordonniers, on les fabrique nous-mêmes. On a les matières premières ici, on les prend la peau, les semelles, tout, et puis on fabrique les chaussures ici. On a les nu-pieds, les souliers, les babouches. Et pour les enfants aussi, on a des jolis modèles pour les enfants que les Ivoiriens appellent communément les ken. Nous on les appelle les bob malais. Il y a pour les femmes aussi. Il y a plusieurs types de chaussures qui sont ici. Boris, bottier du Bénin, et Kodjo, cordonnier du Togo. Deux pays, deux façons de faire avec l'artisanat en commun. Franck est l'autre attrait de ce salon. Non-voyant, il manie avec dextérité la corde et le bois. Je suis venu présenter ce que je sais faire comme des meubles tissés, la table modernisée. C'est moi-même qui viens de créer le modèle de la table. Secondo, des chaises tissées avec des cordes lafia et des tabouleux comme petits squelettes, des guéridons tissés et essuie-pieds. Avant le SNAB, il a participé à la foire Miato du Togo, d'où il est revenu avec la prime de l'innovation. Son handicap et son talent sont une autre expression de l'art. Le Salon national de l'artisanat du Bénin ne valorise pas seulement l'entrepreneuriat béninois. Il est un confluent où se côtoient créativité et diversité. L'artisanat béninois, moteur de créativité et de développement, est au cœur des priorités nationales. Du séminaire tripartite à la signature d'un accord stratégique en France, le CES montre la direction. Cette vision devient tangible au Salon national de l'artisanat 2025. 30 mai 2025, au Palais de la Présidence, une page s'écrit. Le séminaire tripartite trace une ambition claire, faire du CES un moteur du dialogue socio-économique et placer l'artisanat au cœur du développement. Juillet 2025, en France, le président du CES, Conrad Gbagidi, concrétise une résolution majeure. Un accord stratégique est signé avec la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Objectif, renforcer la formation, favoriser l'échange d'expertise et hisser le savoir-faire béninois à une reconnaissance internationale. Août 2025, le président du CES est accueilli au 19e Salon national de l'artisanat du Bénin par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Une suite logique, preuve que la vision du séminaire tripartite se matérialise pas à pas. Il y a encore 3 ans à peu près, la Chambre des métiers de l'artisanat n'était pas dans sa formule actuelle. Il y a eu un gros travail qui a été fait donc sous la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon. Le Conseil économique et social abritant désormais un certain nombre de conseillers qui sont des artisans, nous devons être à leur écoute et faire en sorte que tout ce qui concerne le développement de leur activité pour qu'ils puissent mieux en vivre, tout ce qui peut leur permettre de contribuer à notre économie soit une réalité dans leurs préoccupations quotidiennes. Donc naturellement, lorsqu'il y a un salon comme celui-ci, il serait grave de ne pas venir à ce rendez-vous. Durant la visite des stands, Conrad Gbagidi a découvert des produits qui allient savoir-faire et qualité. On a fait un certain nombre de stands. J'ai eu la chance d'être accompagné par les 2 vice-présidentes de la Chambre et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'innovations. Il y a des produits qui peuvent être effectivement sur le marché et devenir intéressants pour le consommateur béninois, je dirais même de la sous-région. Il faut faire en sorte que ça arrive peut-être plus souvent parce que je crois que ça encourage nos artisans à se challenger et ça fait en sorte qu'ils s'améliorent pour que demain nous ayons des produits qui soient totalement issus de nos territoires. Le CES confirme ainsi son rôle de catalyseur, un engagement qui propulse l'artisanat béninois au rang d'acteur clé sur la scène économique. Le 19e Salon national de l'artisanat du Bénin se poursuit jusqu'au 31 août 2025 avec des panels, des ateliers, des masterclass et des concours de jeunes artisans.
Parlons à présent de la sécurisation des parcelles des citoyens. C'est un engagement que le gouvernement entend honorer sans faille. Engagement qui se traduit par la réalisation du cadastre national. Comment avancent les chantiers de Porto Novo et Paracou? Réponse avec Jérôme Rumbo. Dans la ville de Porto Novo, cette phase de l'opération d'enregistrement au cadastre national concerne les 1er, 2e, 3e arrondissements et quelques poches des 4e et 5e arrondissements. Je voudrais vous inviter à avoir beaucoup d'humilité, la patience, parce que parfois, il y en a qui vont mal vous parler, mais c'est à vous de les rassurer, de les calmer, de leur expliquer pourquoi vous êtes là. Et nous invitons la population à les accueillir et à mettre à leur disposition les documents nécessaires afin de sécuriser leurs parcelles. Dans la cité des Kobourou, Paracou, par contre, l'enregistrement des parcelles se fait dans les 1er et 2e arrondissements. Tout le monde a compris, si quelqu'un se laisse et après quand il va vouloir faire, ça va lui coûter cher. Donc voilà la raison pour laquelle les gens sont très intéressés et ils sont pressés même à être enrôlés. Sans Ravib, tu ne peux rien faire. C'est comme ça, sans cadastre là. Si vous n'avez pas le papier, si vous refusez, vous vous opposez à montrer vos domaines, vous allez regretter demain. Aujourd'hui, c'est vous qui descendez pour faire. Après, c'est eux qui viendront voir pour demander de venir. Là, il faut payer. Tu vas souffrir pour avoir ça après. On a besoin de la KCIP. Et deuxièmement, on a besoin du papier qui fait la preuve du droit que tu détiens sur la parcelle qu'on veut enregistrer. Dans chaque quartier, les spécialistes en intermédiation socio-foncière enregistrent les données personnelles et les attributs, et les topographes, quant à eux, relèvent les limites de ces parcelles. L'opération gratuite réjouit beaucoup les populations, jusque-là en proie à des difficultés foncières de toute nature. C'est que vraiment, ça nous rassure de nos parcelles. C'est cette nouveauté-là qui nous enchante. Et aussi, on a dit que c'est bénévolat, c'est encore gratuit. C'est une opération encouragée. Tout mon souhait, c'est que cela puisse s'étendre au-delà des villes. On avait cherché ça avec de l'argent, on n'a pas trouvé. Quand ils avaient fait ça, ils se sont arrêtés à notre niveau. Voilà que nous sommes en train de faire ça gratuitement avec 0 franc. On se sent beaucoup plus en sécurité maintenant. Ça va réduire les bagarres entre les propriétaires terriens et consorts. C'est une très belle chose parce que de nos jours, il y a beaucoup de discordes qui règnent dans les familles. Il y a des autochtones où tu achètes une parcelle, 20 ans après, 40 ans après, un arrière-petit-fils se lève pour dire que bon, c'est sa propriété. Et dans ce quartier, nous sommes en train de vivre des cas comme ça. Donc, je vois que l'opération est venue à point nommé. Et je veux, par ce canal, saluer le gouvernement pour cette initiative. On a né na mesisien on a sonné gbigba we no ne weziza we do no de initiative do ton e na sonné un gamo parce que enwun mi u me ma do me le enwun mi gan so me no tafu mi le si. Passer la collecte des données, les plans seront affichés en un lieu public. Objectif, recueillir 30 jours durant les doléances des populations dans un cahier de publicité. À la suite de ça, nous on va ramasser ces cahiers qu'on va dépouiller pour prendre en compte toutes les observations des populations et nous allons les intégrer. Et à la suite de ça, il y aura un PV de restitution pour faire le retour à la population par rapport aux corrections faites. Et à la fin de l'opération, ils auront un document dénommé CEC, Certificat d'environnement cadastre. L'ANDF, Agence nationale du domaine et du foncier, est en charge de l'opération avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers le projet de préparation à la mise à échelle du cadastre national. La coopérative des étuveuses de riz de Bantais réunit des femmes qui transforment le riz local. Dans le processus d'accompagnement de ces femmes pour leur autonomisation, le FNDA s'est engagé à leur côté. Près de 28 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat d'une trieuse optique et la construction d'un magasin de stockage. Les femmes étuveuses de Bantais n'ont pas caché leur satisfaction face à l'équipe de suivi. Évaluation du projet qui a opéré une descente dans la région. Plus de détails avec Renaud Acapo, Jean Aubimet et Christelle Toungodo.
L'appui octroyé par le Fonds national de développement agricole a considérablement impacté les conditions de travail des femmes étuveuses de Banté. Cette trieuse de riz en est une belle illustration. Depuis son acquisition au mois de janvier 2025, certaines difficultés endurées par ces femmes sont reléguées au passé. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a déjà trié près de 400 tonnes de riz grain et aussi la qualité s'est améliorée. Elles sont plusieurs dizaines à vivre de cette activité au sein de la coopérative. Et au fil des années, elles disposent d'équipements de dernière génération. Dans cette mini-rizerie, la céréale est transformée jusqu'à l'emballage pour la commercialisation. Une opportunité économique qui ouvre la voie à des marchés potentiels avec une plus-value substantielle sur leurs revenus. L'année passée, on a eu à partager des bénéfices avec nos membres, ce qu'on n'a jamais fait. Tout ça là, c'est grâce à l'appui de FNDA. En plus de la modernisation des équipements qui a permis l'augmentation de la capacité de transformation au sein de l'usine, ces femmes étuveuses ont également reçu d'autres financements. Grâce à l'appui de FNDA, on a pu avoir un crédit de 80 millions. C'est ça qui nous a permis d'acheter la matière première. UCCR a bénéficié d'un accompagnement du FNDA pour la construction d'un magasin de stockage, en plus un bureau. Aujourd'hui, elles se battent pour produire en quantité et en qualité en vue de répondre à tous les besoins de la clientèle. L'année prochaine, on souhaite augmenter notre capacité de production qui va de 500 tonnes, qui doit aller à 1000 tonnes l'année prochaine. Ces femmes étuveuses de Banté ont de quoi se réjouir. Fini ces longues heures passées loin du cocon familial pour trier de façon manuelle de maudites quantités de riz qui sont ensuite vendus à vil prix à cause de leur qualité peu enviée. Elles rêvent désormais de conquérir de nombreux marchés pour redonner un nouveau souffle à la production du riz dans les collines. Direction Kandji, plus précisément sur le site de la cité administrative du département de la Liborie, un projet immobilier du gouvernement destiné à abriter la préfecture de Kandji et les directions départementales. Sur place, vous allez le voir, les travaux de construction sont presque achevés. Constat de Nestor Sela et de Judicaël Ayena. Nous sommes aujourd'hui ici pour découvrir tous les compartiments de cette infrastructure. C'est une cité administrative qui regroupe non seulement la préfecture, mais aussi les directions départementales. Alors, vous voyez sur le site où nous sommes ici, vous allez voir un ensemble d'infrastructures, un ensemble de bâtiments. Le bâtiment de la préfecture de type R+2, c'est-à-dire il y a 2 niveaux. Et puis, nous avons également les bâtiments qui vont abriter les directions départementales. Il y en a 4. Outre ces bâtiments administratifs, il y a ce que nous appelons le pôle résidentiel, qui est de haute standing réalisé pour abriter les domiciles des personnalités. Il y a un standing de R+1, un standing simple rez-de-chaussée. Nous pouvons confirmer avec une fierté que sur ce projet, les normes internationales sont respectées. Le volet accessibilité handicapée, le volet sécurité incendie, qui sont totalement respectés. À travers ce joyau, le gouvernement entend offrir un environnement de travail moderne pour améliorer la productivité. Sur le même site, nous avons toutes les directions et l'usager pourra se satisfaire en un temps record. Si vous rentrez à l'intérieur des bâtiments, vous allez constater tout ce qui est mis en place. Il y a même une salle dédiée au peuple, la rencontre du peuple avec les autorités. La cité départementale de Kandji est fin prêt pour les accueillir pour la délivrance des services publics. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution de 92% contre 87% de consommation de délai. Et le site doit être livré au plus tard le 30 décembre 2025.
Donc cette cité administrative va amoindrir un tant soit peu la souffrance des populations. Aujourd'hui, nous avons tout ici, près de nous, à notre portée. Vraiment, c'est un soulagement. Je suis vraiment en joie. Parce que la chose que tu allais chercher d'ici des kilomètres et que tu l'as maintenant au cœur de toi, c'est une grande fierté d'accueillir cette cité avec joie. Donc, l'initiative là, que Dieu bénisse ça. L'administration publique se rapproche davantage des administrés avec des infrastructures modernes aux normes internationales. Incroyable performance dans la gestion communale de la ville de Parakou, avec plus de 88% au score global du FADEC 2023. La cité des Kobourous se hisse au 8e rang national et décroche la 2e place dans le Borgou. Retour sur les temps forts de la rencontre entre le préfet du Borgou et les forces vives de la ville à cet effet. Ronald Robinson et Olviga Messan. Avec un score de plus de 88% pour la performance globale de gestion en 2023, Parakou se hisse 8e sur les 77 communes du Bénin et 2e dans le Borgou. Ce classement résulte de l'audit annuel du Fonds d'appui au développement des communes FADEC. Monsieur le préfet, qu'il me soit permis donc, au nom du conseil communal, de vous remercier pour tout ce que vous faites à l'endroit de nos différentes communes et de façon particulière à l'endroit de la commune de Parakou. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier vos chargés de mission. Cette assistance de la tutelle a impacté positivement la gouvernance administrative et financière. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les membres de la conférence administrative départementale ici présents pour l'appui technique dont la commune a bénéficié à travers la mise en œuvre du programme annuel d'assistance. Dans l'ensemble, dans le pays, les communes sont en train vraiment de performer. Quand vous analysez les différents résultats, vous allez constater que vraiment la tendance est à l'amélioration. Donc je voudrais qu'on fasse en sorte que nous, qui sommes pionniers des audits à blanc, que nous puissions vraiment retrouver notre place d'antan. L'ambition, c'est que les 8 communes soient dans le top 10. Malgré les défis, la ville enregistre des avancées notables dans les infrastructures, l'emploi, l'accès à l'eau potable et dans bien d'autres domaines comme l'éducation. Les échanges ont également abordé la mise en place de la nouvelle politique nationale de santé communautaire ainsi que la coproduction de la sécurité avec la police républicaine. La politique semble avoir du plomb dans l'aile dans la commune de Parakou. Et nous allons essayer de voir les réaménagements qu'on peut apporter pour rectifier le tir. Déjà, le dénombrement semble mal fait, ce qui fait que nous avons un sérieux gap en ce qui concerne donc les relais communautaires. On ne peut pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, que les gens se permettent de rouler sans casque. Sans casque, c'est quand même dans leur intérêt de porter le casque. Que les gens se permettent de rouler en sens interdit. Il ne peut pas avoir sécurité sans les populations. Nous tous, nous devons être vraiment artisans, acteurs de la production de la sécurité. La rencontre a enfin servi de cadre pour sensibiliser les acteurs locaux à la lutte contre l'incivisme, notamment en matière de salubrité et d'assainissement dans la ville de Parakou. Diplomatie culturelle à la cour impériale de Niki ce week-end. Une délégation de l'UNESCO en tournée dans les royaumes officiellement reconnus était en visite auprès de son Altesse Sero Tourou Tuko Sari. Objectif, renforcer les liens entre l'institution et les royaumes traditionnels du Bénin. Du Bénin. Au menu des échanges, opportunités culturelles et perspectives d'avenir. Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. La cour impériale de Niki accueille une délégation de l'UNESCO venue porter de bonnes nouvelles à Sa Majesté Sero Tourou Tuko Sari V et aux membres de sa cour. À la tête de la mission, Gabin Ahogbeji Aloyon, président de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO, a présenté les enjeux liés à l'institution et les opportunités qu'elle offre au royaume du Bénin. On fera de notre mieux pour leur rendre compte et ce qu'ils pourront prendre en compte comme priorité à la cour impériale de Niki, ça va nous enchanter. Nous avons nos sites touristiques. Pendant la garnie, on a le parcours rituel. Il faut les rendre visibles et demander la formation des jeunes griots avec le soutien de l'UNESCO. L'UNESCO se prépare à un tournant important
En octobre prochain, l'organisation élira son nouveau directeur général. Parmi les 3 candidats en lice figure Firmin Edouard Matoko, d'origine congolaise, seul africain en compétition pour succéder à l'actuelle directrice générale sortante. Si l'UNESCO a créé une priorité africaine, qu'il y a un Africain qui est valable, qui a fait 35 ans dans l'institution onusienne, qui a été sous-directeur général de la priorité Afrique et des relations extérieures jusqu'en avril dernier. Et avec le retrait des États-Unis, où ils importent 8% du financement, sur cette base, vous comprenez donc que l'UNESCO a des problèmes de mobilisation de ressources. Firmin Edouard Matoko est un économiste, diplomate. Il a les qualités nécessaires pour conduire la BAC. Il est question de promouvoir notre culture, la langue arabe, la langue française, les langues maternelles, l'éducation pour tous, la formation des jeunes, dans un environnement sain, dans un environnement de compétences. Et l'empereur a prié, il a béni cette candidature au nom de son trône et au nom des membres de nos ancêtres qu'on aura cette victoire. Et si dans quelques mois, l'Afrique tenait enfin son directeur général à l'UNESCO? Pour Niki, l'heure est déjà à l'espoir et à l'ouverture. Parlons éducation à présent. La coordination nationale ambitionne de maintenir son label au baccalauréat. Des enseignants déterminés pour la réussite de l'organisation du baccalauréat Conérobac. Samedi dernier, elle a exploré les pistes d'amélioration de l'organisation de cet examen à Djougou. Ceci à la faveur de son 11e Conseil supérieur. Nous poursuivons avec l'actualité. Les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis étaient à Cotonou. Pendant 2 jours, ils se sont réunis auprès du président de l'instance fêtière du tennis africain, Jean-Claude Talon, pour échanger sur les stratégies pour booster le tennis sur le continent et changer son image au plan mondial. Le point des travaux avec Bruno Souali. Le patron du tennis africain à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, 2 jours comme de nuit, Jean-Claude Talon accueille tour à tour et tout sourire les membres de son comité exécutif de la Confédération africaine de tennis. Notre objectif, depuis que nous avons été élus il y a 2 ans, c'est de faire progresser, de faire avancer d'un pas de plus le tennis de notre continent pour qu'il rivalise avec les autres, tout simplement. La rencontre de Cotonou, la première dans l'histoire, sonne comme celle de la redynamisation du tennis africain et c'est en foulant le sol béninois que les congressistes donnent le ton. Ça sera très très bien que nous ressortions ensemble sur des thèmes assez concrets pour le développement du tennis en Afrique. Et pour moi, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, discuter pleinement et retourner avec des résultats concrets. Nous avons des décisions importantes à prendre. Nous allons mener beaucoup de réflexions autour des stratégies de développement du tennis. Nous allons discuter sur les partenariats et décider de tout ce qui est profitable au tennis africain. Réunis en conclave à Cotonou, capitale du tennis africain pour 48 heures, le président Jean-Claude Talon et ses hôtes, membres du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis, préparent la prochaine assemblée générale de l'instance fêtière du tennis au plan continental. Plusieurs questions de préoccupation majeures ont été abordées pour mettre le tennis africain sur orbite au plan mondial. La Coupe d'Afrique des Nations, la confirmation de son organisation durant la première semaine du mois de décembre, l'Assemblée générale de la CAT et la confirmation de son organisation, les compétitions africaines qui sont confirmées pour avoir lieu dans les semaines et dans les mois à venir pour la CAN. Le rendez-vous de Cotonou pour les membres de la Confédération africaine de tennis était une case importante à cocher. Plusieurs résolutions ont été prises. Le tennis africain a de belles promesses d'avenir grâce à la vision éclairée de ses dirigeants. Nous passons donc à la page internationale, mesdames et messieurs, de ce journal. Au Sénégal, Abass Fall a été élu maire de Dakar. Au Kenya, ce sont des déchets plastiques qui ont été collectés à Nairobi et échangés contre l'accès à des services essentiels. Et puis en Russie, c'est le 2e anniversaire d'un panda géant chinois aux eaux de Moscou. Au Sénégal, Abass Fall, élu maire de Dakar ce lundi. Il est l'actuel ministre du Travail, membre du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, le parti au pouvoir.
En parallèle, ce lundi, la Cour suprême examinait le recours en référé du maire déchu Barthélémy Dias qui conteste sa destitution. Peu après l'annonce officielle des résultats, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations au nouvel édile à travers son compte officiel sur Twitter. À Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, situé à Nairobi, les habitants collectent des déchets plastiques et les échangent contre des points verts qui peuvent être utilisés pour accéder à des services essentiels. Ceux-ci comprennent l'accès à des installations sanitaires modernes, des machines à laver et de l'eau potable généralement inaccessible à de nombreux ménages. De petits groupes informels contrôlant l'accès aux précieux liquides imposent souvent des prix inabordables. Depuis 2015, l'ONG Human Needs Project cherche à atténuer cette précarité. Le projet a distribué plus de 50 millions de litres d'eau et permet plus d'1 million d'utilisations de toilettes et de douches. En Égypte, depuis des années, Wael Al-Sayed sillonne les champs du delta du Nil pour récolter les fleurs de jasmin qui finiront dans les flacons des grandes maisons de parfum. Mais ces derniers étés, les pétales se raréfient et leur parfum s'évanouit. Avec le changement climatique, la température et l'humidité ont augmenté, ce qui a affecté le rendement du jasmin, raconte M. Al-Sayed, qui cultive depuis près de 10 ans le jasmin. En 2 ans, sa récolte quotidienne est passée de 6 kilos à seulement 2 ou 3. Les vagues de chaleur, les sécheresses prolongées et la prolifération de parasites liés au dérèglement climatique menacent cet héritage. En Russie, à l'occasion du 2e anniversaire de Katyusha, panda chinois aux eaux de Moscou, la délégation de l'ambassade de la République populaire de Chine en Russie se rend sur place et un défilé a lieu. Le transfert de panda aux eaux de Moscou est effectivement un symbole d'amitié inconditionnelle entre la Chine et la Russie, déclare la directrice du zoo de Moscou, Svetlana Akulova. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes. À la suite de ce journal, retrouvez un documentaire, Se protéger des polluants persistants, attire notre attention sur les perfluorés, ces polluants éternels qui ont conquis la planète donc et menacent notre santé. À 21h, un documentaire intitulé L'ABGF au cœur du développement des localités frontalières. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers est chargée de promouvoir le développement des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la République du Bénin. À 21h30, le magazine Tous des moutons, du style vestimentaire aux accents et expressions verbales en passant par des attitudes physiques. On se copie les uns les autres, mais pourquoi? À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. Et à 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.